Quels sont les problèmes reliés à la reproduction sexuée? C'est la question à laquelle nous répondons aujourd'hui. Check it out! Un auteur génial mais peu charismatique rencontre une actrice superbe mais un peu sotte. Par la reproduction sexuée, ces deux individus pourraient potentiellement engendrer un magnifique enfant génial ou un laidron un peu sot. Le sexe peut produire le meilleur comme le pire. Chaque fois que deux individus s'adonnent à la reproduction, la magie du sexe sort un nouveau lapin de son chapeau. Unique à chaque fois. Parfois la combinaison est gagnante, parfois moins. Le sexe est un jeu risqué dont le dénouement n'est jamais connu à l'avance. Alors pourquoi ne pas se reproduire de façon asexuée, par clonage si vous voulez, en photocopiant les combinaisons gagnantes? Ne serait-ce pas statistiquement plus simple? Pour obtenir une population forte? Prenons l'exemple de l'anémie falciforme. Une maladie génétique grave où les globules rouges prennent parfois une forme de faucille et bloquent facilement les petits vaisseaux sanguins du corps. Hériter des deux copies du gène, un de chaque parent, provoque la maladie et cause de graves problèmes de santé. Ne porter aucune copie du gène ne cause évidemment aucun problème de santé, mais expose l'individu à l'attaque du vecteur de la malaria. En revanche, hériter d'une seule copie du gène ne donne pas la maladie et protège contre la malaria. Ce génotype est évidemment le plus avantageux pour la survie dans des contrées infestées par la malaria. C'est le génotype champion. Maintenant, résumons pour voir apparaître la faiblesse du sexe. Chez deux parents ayant le génotype champion se reproduisant entre eux, 25% de leurs descendants sont à haut risque d'attraper la malaria et 25% souffriront d'anémie falciforme. Ce qui ne laisse que 50% de leurs descendants avec un génotype champion, comme les parents. Dans cet exemple, si chaque parent se reproduisait par clonage, 100% des descendants auraient le génotype champion, alors que le sexe n'en produit que 50%. La logique mathématique seule ne favorise donc pas le sexe. Mais la liste des désavantages ne s'arrête malheureusement pas là. Pensons seulement aux risques infectieux encourus par la reproduction. Plusieurs microbes profitent de l'accouplement pour infecter un nouvel hôte. Est-il sage de prendre le risque de contracter une maladie potentiellement dangereuse pour le simple passage de ses gènes à ses descendants? Se reproduire de façon asexuée réglerait ce problème. Difficile de s'auto-infecter lorsqu'on se reproduit seul. Et les risques de l'accouplement ne sont pas qu'infectieux. Bien qu'il soit difficile de se l'imaginer, il y a un certain danger. Un mâle éléphant de 7 tonnes qui perd l'équilibre lors de l'accouplement risque fort de se briser une patte ou de se faire à tout le moins une entorse. Et que dire de la pauvre femelle éléphant de mer qui risque de se faire broyer par l'énorme mâle lors de l'accouplement? La position de reproduction de certains lézards par le baiser cloacal place également les deux tourtereaux en très fâcheuse position si un prédateur passe par là. Se faire dévorer des yeux lors de la reproduction est une chose. Mais se faire dévorer pour vrai, c'est beaucoup moins drôle. Surtout s'il s'agit de notre propre partenaire. Plusieurs femelles araignées, pour ne citer que celle-là, ne font qu'une bouchée du mâle une fois que ses gènes ont été transmis. Si vous demandiez l'avis au mâle araignée, je parierais qu'il serait prêt à se cloner pour assurer sa descendance plutôt que de passer au pilori en s'accouplant avec une femelle un peu trop gourmande. Triste fin, la mort par le sexe. Le sexe implique aussi un coût pour chercher et trouver un partenaire. L'exemple évident est la quantité de ressources investies pour paraître beau ou belle et ainsi plaire au futur partenaire. Le panache de l'orignal ou le masque du mandrill en sont de parfaits exemples. Mais peu investissent autant dans leur apparence que le mâle pas. Ces superbes plumes représentent pour une femelle le summum de la virilité, de la santé,
et donc de la capacité de reproduction. Mais pour le mâle, ce passeport pour la reproduction a un coût très élevé. Beaucoup de nourriture est investie dans la taille, la texture et la couleur des plumes. Le pan pourrait investir davantage dans sa propre survie si ce n'était des prérequis pour la reproduction. Mais c'est qu'elles sont difficiles, ces femelles. Et puisqu'on parle de survie, ces magnifiques plumes sont un obstacle à celles du mâle, qui se retrouve souvent dans de beaux draps à cause d'elles. Et les fleurs, elles, ne sont pas en reste. Elles investissent une quantité phénoménale d'énergie pour développer des organes reproducteurs colorés, parfumés et riches en nectar. L'objectif? Séduire les pollinisateurs, qui, eux, se chargeront de la reproduction des fleurs. Car chez les fleurs, on pratique le sexe par personne interposée, ou plutôt par abeille interposée. Un panache, des plumes, des abeilles. Pourquoi se donner tant de peine pour trouver un partenaire? Ah, si on pouvait se cloner, on pourrait investir davantage d'énergie dans la propagation de nos gènes. Par exemple, les femelles du monde animal doivent pour la plupart se passer de compagnons mâles pour produire ou éduquer leur progéniture. Et pourtant, elles donneront statistiquement naissance à autant de mâles que de femelles au cours de leur vie. Ainsi, 50% de leurs efforts mèneront à l'apparition de mâles à peu de choses près inutiles. Alors que si certaines femelles pouvaient se reproduire sans mâles, elles ne produiraient que des descendantes fécondes qui se cloneraient à leur tour et auraient tôt fait d'assimiler une population entière d'individus s'adonnant au sexe. En plus, au lieu de passer seulement 50% de leurs gènes à leur descendance, elles les passeraient en totalité. Il semble évident que du point de vue du passage des gènes, il vaudrait mieux se cloner que de s'adonner au sexe. En faisant le décompte de tous ces problèmes, pas surprenant que le sexe procure du plaisir, car sinon, aucune espèce saine d'esprit ne s'y adonnerait. Et pourtant, la quasi-totalité de la vie sur Terre est sexuée. Il y a bien quelques espèces qui se passent du sexe et sont 100% asexuées. Mais ces espèces n'ont qu'un certain bref succès et ont au fait de disparaître dans les ténèbres de l'histoire évolutive. Donc si l'idée du sexe semble folle, illogique, déraisonnable, alors se passer du sexe est encore pire, puisqu'il mène tout droit à l'extinction. Le sexe doit donc procurer un avantage qui noie tous les défauts cités précédemment. Quel serait cet avantage? Quel facteur clé nous passe sous le nez? C'est ce que nous aborderons dans la deuxième partie de cette série sur la reproduction sexuée. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.